Bon, il n'y a pas photo, hein. Cet épisode de Raw était largement meilleur que la première de Raw sur Netflix la semaine dernière. Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour mon récap de Raw du 13 janvier 2025. Et comme d'habitude, je vous invite à mettre un maximum de pouces vers le haut et à vous abonner. Je demande minimum 220 pouces vers le haut pour cette vidéo, je compte sur vous. Et ce Raw va débuter avec CM Punk qui salue au passage l'action des pompiers de Los Angeles et tous ceux qui sont venus apporter leur aide. Maintenant qu'il a battu Seth Rollins la semaine dernière, il annonce, ou plutôt réannonce officiellement sa participation au Royal Rumble masculin du 1er février, rappelant que le Rumble ne s'est pas bien terminé pour lui l'an dernier et qu'il rêve toujours de le gagner. Seth Rollins va l'interrompre et révèle un œil au beurre noir. Mais peu importe, il n'est pas CM Punk et est bien présent ce soir. Il a connu des défaites, mais celle-ci de la semaine dernière est la pire de sa carrière. Il est déçu de lui-même après avoir sous-estimé CM Punk. Seth Rollins a cependant un plan, il veut ruiner le rêve de CM Punk, participer au Royal Rumble et lui briser son rêve de le gagner. McIntyre va interrompre les deux hommes, il va se moquer de Seth Rollins après avoir évoqué leur dernière rencontre sur un ring. Mais Rollins commence à s'impatienter. CM Punk s'impatiente aussi. Il a une furieuse envie de se battre et invite les deux catcheurs à venir échanger quelques coups sur le ring. McIntyre va faire semblant de rentrer sur le ring, mais faire demi-tour car il a mieux à faire. Il va finir par lui aussi annoncer sa participation au Royal Rumble masculin. Et oui, depuis la semaine dernière et l'annonce de John Cena concernant sa participation au Royal Rumble, eh bien tout le monde va le faire et c'est normal. On est sur la route du Rumble, c'est dans 3 semaines maintenant et donc tout le monde va petit à petit s'annoncer pour le match. CM Punk, Seth Rollins, McIntyre, là on a des gros noms. Si on y ajoute John Cena, c'est plutôt pas mal. Alors à plusieurs reprises, CM Punk a fait des références à John Cena. Je ne serais pas du tout étonné que dans les 3 prochaines semaines, les deux se retrouvent sur le ring pour une promo. Ce serait vraiment génial. En tout cas, j'en suis persuadé, les deux se retrouveront sur le ring lors du Royal Rumble. On aura un moment entre les deux, j'en suis sûr et certain. On parle possiblement des 2 favoris pour le Rumble. Donc oui, les deux vont bien s'y retrouver. Oui, Seth Rollins, c'est plutôt logique qu'il vienne directement parler à CM Punk. Certes, il a perdu contre lui, mais il l'a déjà dit, c'est pas pour autant que ce sera terminé entre les deux. Là, clairement, il va essayer de lui coûter le Royal Rumble et ça peut être très compliqué pour CM Punk parce que moi, je vois CM Punk comme l'un des favoris, mais avec un Seth Rollins qui va tout tenter, tout essayer pour lui ruiner sa vie, ça peut être très compliqué. Bref, c'était une excellente promo. Chad Gable fait face à un luchador que l'on ne connaît pas encore à la WWE. Et oui, c'est Penta qui fait son arrivée dans la compagnie. Penta, ancienne superstar de l'AEW, qui fait donc son arrivée à la WWE. C'était plus qu'une rumeur, clairement on le savait depuis des semaines et c'est maintenant officiel, il est bien là et on va avoir un Chad Gable face à Penta d'une 12aine de minutes qui était excellent. Tu ne pouvais pas faire mieux comme début pour Penta. Déjà, c'est une excellente idée de l'avoir mis face à Chad Gable parce que tu es sûr d'avoir un niveau certain pendant le match. Tu es sûr d'avoir un niveau minimum pendant le match et c'est ce qu'on a. Le niveau minimum est très haut avec Chad Gable. Ça donne un superbe match. En plus, on est du côté de San José. Le Mexicain qui est Penta, il est très bien accueilli. Donc là aussi, on est sur une très bonne idée. Alors au tout début, j'ai vu des filles pleurer au premier rang. Alors on apprendra plus tard que ces filles qui sont au premier rang sont de la famille de Penta. C'est très mignon d'ailleurs, lorsqu'il va faire sa promo après match. On voit toute sa famille au premier rang qui est en larmes. Bref, c'est très beau. Mais pour parler du match, oui, il était excellent et c'est une très bonne mise en bouche pour ceux qui vont découvrir Penta. Je ne suis pas du tout un spécialiste de Penta, je ne vais pas mentir non plus. J'ai vu quelques matchs, mais c'est tout. Mais ce premier match, je pense, va faire en sorte qu'on aura encore plus envie de le découvrir parce que ouais, on voit un catcheur très complet. Alors oui, évidemment, je ne vais pas vous parler de toutes les qualités de Penta ou quoi que ce soit, la plupart les connaissent, mais oui, on voit ses qualités de luchador. Il y a une interview de Gunther qui est ressortie aujourd'hui où il nous parlait de Penta justement il y a quelques années, où il disait le gars qui m'a mis les plus gros chops, le gars qui m'a fait le plus mal finalement au torse, c'est Penta. Et on le voit, il est très violent dans ses coups et c'est vraiment génial parce qu'on voit un luchador certes technique, même s'il y a un petit botch au tout début où le rebondit très mal dans la corde, mais donc un luchador technique. La première phase au sol est excellente entre Gable et Penta parce qu'on va parler beaucoup de Penta, mais le boulot de Gable dans ce match est superbe aussi. Mais on a un gars qui s'est volé, on a un gars qui est donc technique, on a un gars qui est assez violent dans ses coups. Non, c'est un très bon catcheur.
très complet. Alors j'ai 2-3 prises à retenir dans le match. Il y a notamment une belly-to-belly overhead suplex de la part de Gable qui va projeter Penta dans le coin du ring. C'était d'une violence dingue. Même la German suplex sur le tablier du ring. Et puis on a ce Mexican Destroyer de la part de Penta qui arrive un peu out of nowhere, qui est d'une fluidité assez dingue. Et Penta va donc remporter ce combat. Il va ensuite faire une promo en espagnol et en anglais pour dire que chez lui maintenant c'est la WWE. Mais en tout cas on sent que c'est son cœur qui parle. Bref. On en redemande encore plus. Lui avoir donné 12-13 minutes pour ses débuts à Raw, c'était une fantastique idée. On en reveut encore et encore. Sheamus fait face à Ludwig Kaiser dans un combat de 7 et 8 minutes. Alors les deux, c'est pas du tout la première fois qu'ils s'affrontent, hein. Ça fait des mois et des mois qu'ils sont en feud. Alors on a eu un Sheamus qui a été absent mais qui est revenu. Un peu pareil pour Ludwig Kaiser, mais donc on repart sur cette histoire entre les deux avec évidemment un Bron Breakker, le champion intercontinental qui regarde tout ça de tout près au premier rang. Et on a un très bon match là aussi. Alors là, on peut parler de technique ou quoi que ce soit, mais ce match, c'est juste de la brutalité, hein. Pendant 7-8 minutes, on va se mettre d'énormes chops, d'énormes coups d'avant-bras. Bref, on est juste là pour faire mal à son adversaire. On est là pour le détruire physiquement et c'est toujours aussi plaisant. Comme je l'ai dit, ce n'est pas la première fois que les deux s'affrontent sur les derniers mois, mais quand les matchs sont de cette qualité-là, quand il y a cette intensité-là et que le public répond présent, parce que le public est à fond dans le match, eh bien tu n'as pas grand-chose à dire, tu observes, tu regardes et tu passes un bon moment. Et c'est exactement ce que j'ai fait devant ce match. On a même en plus de très très bons enchaînements, hein. Certes, on a des chops ou quoi que ce soit, mais j'ai un enchaînement à la fin du match où finalement ça va se terminer avec un énorme coup de genou de la part de Sheamus. Et puis de l'autre côté, Ludwig Kaiser va lui aussi avoir son moment. Franchement, non, c'est très très bien. Mais Sheamus va donc remporter ce combat avec le Brogue Kick. Et après le match, il va directement se confronter à Bron Breakker. Un Bron Breakker qui était à deux doigts de se jeter sur lui. Ouais, on va avoir un Sheamus Bron Breakker dans les prochaines semaines. Je pense que ça va être annoncé très très prochainement. Le champion du monde poids lourd Gunther est sur le ring. Il était impressionné par le spectacle pour la première de Raw sur Netflix, mais en ce qui concerne la performance sur le ring, ce n'était pas à la hauteur. Il déplore que les gens s'intéressent plus aux histoires de la Bloodline qu'à son titre de champion du monde. Jey Uso va l'interrompre. Il en a fini avec la Bloodline et Drew McIntyre. Maintenant, il veut une chance au titre mondial. Gunther lui répond qu'il sait qu'il ne sera pas toujours champion, mais ce ne sera pas Jey Uso qui lui prendra le titre. Il lui rappelle qu'il l'a déjà battu 2 fois et ajoute que Main Event n'est qu'un surnom pour Jey Uso, alors que pour lui, c'est là où il mérite d'être. Il n'a cependant rien contre un match à Saturday Night Main Event, mais conseille à Jey Uso de bien réfléchir à sa décision. Alors que Gunther allait s'en aller, Uso va continuer en disant que le champion n'a pas tort, qu'il a un peu peur, mais il se lève tous les matins dans l'espoir d'obtenir du respect. Alors il est sûr de lui, le match aura bien lieu à Saturday Night Main Event la semaine prochaine. Et c'est donc officiel, un Gunther face à Jey Uso lors de Saturday Night Main Event. Alors je ne sais pas quoi en penser parce qu'on a bien vu à quoi ressemblait Saturday Night Main Event le mois dernier. Il n'y aura pas de prono, il n'y aura d'ailleurs pas de vidéo après ce show. On a bien vu que c'était un house show amélioré. Alors j'ai pas trop envie d'en parler de ce combat. La seule chose qu'on peut dire, c'est que Gunther est enfin mis en avant. La semaine dernière, on s'est quand même un peu plaint du fait que le champion du monde poids lourd ne soit pas du tout mis en avant lors de la première de Netflix. On a eu des gros matchs, des gros championnats mis en jeu, mais lui, n'était pas du tout mis en avant. Et là, c'est quand même un peu plus le cas, et c'est tant mieux, ça reste ton champion du monde. Alors, face à Jey Uso, on verra bien ce que ça donne, et le match peut être sympathique, hein. C'était des matchs sympas pour le titre intercontinental il y a maintenant plusieurs mois, mais comme je l'ai dit, hein, ça reste à Saturday Night Main Event, donc je sais pas trop quoi en penser. Lyra Valkyria fait face à Dakota Kai, la finale du tournoi pour déterminer la première championne intercontinentale féminine de l'histoire. Un combat qui va durer une dizaine de minutes. Alors, je l'avais dit avant le match, peu importe qui gagnait le combat, j'étais heureux. Alors, personnellement, j'avais une préférence quand même pour Lyra, mais je trouve que la finale était très très bonne sur le papier. Donc, dans tous les cas, j'étais quand même heureux. Le match était très bon. Alors, j'aurais aimé qu'il y ait 4-5 minutes en plus, hein, pour être totalement franc, mais sur les 9-10 minutes qu'on leur a donné, c'était excellent et ça a montré encore une fois le talent de Lyra Valkyria, hein, dans les jeux techniques. On parle du début du match où elle est en totale domination face à Dakota Kai, elle est
parfaite. Je le dis très souvent, mais pour moi, techniquement, c'est ce qu'il y a de mieux dans la division féminine du côté de Raw et de SmackDown. Il y a vraiment pas beaucoup mieux qu'elle, hein. Je trouve que techniquement, elle est fluide, elle est rapide, elle est précise. Bref, j'adore Lyra Valkyria qui d'ailleurs a une très très belle entrée avec ses ailes et le public va très bien réagir. Ce qui est bien aussi, hein, c'est que le public est investi dans le combat, n'a pas vraiment de favorite d'ailleurs, n'est pas à fond derrière Dakota Kai, n'est pas à fond derrière Lyra. Ils aiment plutôt bien les deux et vont laisser le match se dérouler et y être finalement pour la gagnante. Et j'ai trouvé ça assez génial. Les deux, en plus de cela, ont des prises assez impressionnantes qui font très très rapidement réagir le public. Je parle évidemment du backstabber de Dakota Kai lorsqu'elle saute au-dessus de son adversaire et qu'elle fait ce backstabber. C'est une prise impressionnante. Lyra Valkyria, sa descente de la cuisse sur Dakota Kai, elle était sublimissime. Ou encore la souplex qu'elle va porter à l'extérieur du ring au tout début du match. Non, on a vraiment des très très grosses prises dans le match. Et surtout, on va avoir une Lyra Valkyria qui va remporter ce combat clean et devenir la première championne intercontinentale féminine de l'histoire. Elle qui a été championne NXT, qui arrive dans le roster principal où il se passe pas grand chose. Elle est en finale du tournoi Queen of the Ring, c'était bien. Et puis ensuite, plus rien. Et là, elle devient championne intercontinentale. Je suis très contente pour elle parce que moi, j'imagine la suite. Becky Lynch face à Lyra Valkyria, c'est tout écrit. On a déjà eu ce match du côté de NXT. On peut clairement la voir dans la mid-card féminine pour ce titre intercontinental. En tout cas, pour Dakota Kai, ce ne sera pas sa dernière chance, hein, ne vous en faites pas. Elle aura bien d'autres opportunités. Et là, elle a fait un superbe match. Donc, tous les espoirs ne sont pas perdus pour elle. Sami Zayn fait face aux Miz dans un combat de 4-5 minutes. Alors c'était correct, mais honnêtement, je vais plus retenir ce qu'il s'est passé avant le match avec un Sami Zayn qui a été confronté par Seth Rollins, qui lui en veut encore d'avoir fait équipe avec Roman Reigns, de l'avoir aidé. Et d'ailleurs, il lui remet au visage, il lui dit « Attends, tu vas aussi l'aider au Royal Rumble ?» Je ne sais pas, quelque chose comme ça. Et de l'autre côté, on a un Miz qui est encore mis sous pression par Karrion Kross. Un Karrion Kross qui est dégoûté parce que les Wyatt Six ont bien été draftés du côté de SmackDown. Bref, on a un match de 4-5 minutes. Comme je l'ai dit, j'ai pas grand chose à retenir du combat. L'emballage final est plutôt pas mal avec le Skull Crushing Finale contré, puis le Aloha Kick porté out of nowhere de la part de Sami Zayn, qui ne va pas terminer le match avec le Aloha Kick, mais bien avec le Blue Thunderbomb. Ça lui arrive parfois dans des matchs moins importants de gagner son match avec le Blue Thunderbomb. Moi, j'avoue que c'est quelque chose que j'apprécie. Un catcheur qui peut gagner un combat d'autres manières, pas simplement avec son finish qu'il a habituellement. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Bref, victoire de Sami Zayn et c'est à peu près tout ce qu'il y a à dire. La nouvelle championne, Rhea Ripley, est sur le ring, mais elle est très très vite interrompue par Nia Jax qui vient annoncer qu'elle va remporter le Royal Rumble et prendre le titre qu'elle veut, mettant en garde Ripley qui pourrait être bien sa cible, tout comme Tiffany Stratton. Nia Jax allait s'adresser à Bayley qui est dans le public, Bayley qui est chez elle à San Jose, mais cette dernière vient lui faire face. Elle va la traiter d'idiote et une bagarre va éclater. Ripley va s'en mêler et les deux babyface vont se chargé de jeter Nia Jax du ring. Alors vraiment, il n'y a rien à dire de cette promo parce que Ripley est très vite coupée et c'est tant mieux parce qu'elle n'allait rien dire. Clairement, il y avait simplement ses catchphrases habituelles et rien d'autre. Alors désolé, mais voir une promo de Nia Jax à SmackDown plus une promo de Nia Jax du côté de Raw, c'est un peu trop pour moi. 2 promos de Nia Jax en 3 jours, c'est trop. Pour moi, on a le moment cool avec Bayley qui est chez elle, mais sinon, vraiment rien à retenir. Et dans le main event, Finn Balor fait face à Damien Priest dans un Street Fight match, un combat d'une 15aine de minutes et c'était très bon. Et c'est quelqu'un qui vraiment n'en avait rien à faire de ce combat, quelqu'un qui n'en a rien à faire de cette histoire, qui vous dit ça. Oui, le match était très divertissant, je n'étais vraiment pas sûr que ce match soit le main event et quand j'ai vu que c'était le main event, j'étais pas forcément ravi. Comme je l'ai dit, ce n'est pas une histoire qui m'intéresse beaucoup, mais concrètement, c'est leur meilleur match et c'est presque le meilleur match de toute l'histoire du Judgment Day entre guillemets. Vraiment, ce match 1 contre 1 entre les deux était excellent, que ce soit en termes de technique ou simplement en termes de haine, de storytelling, de storyline. J'ai trouvé ça génial. À partir du moment où les deux vont aller dans la foule, à partir du moment où les deux vont aller dans le public et vont s'en mettre plein la tête, se jeter un peu partout des objets qu'ils trouvent, bref, à partir du moment où les deux vont passer à travers cette table en se balançant d'une espèce d'estrade, ouais, là ça va devenir quelque chose parce qu'on a un Balor qui va partir en civière et là j'adore l'attitude d'un Damien Priest qui clairement ne va pas le laisser partir, va clairement lui dire non, j'en ai rien à faire
faire que tu sois blessé, j'en ai rien à faire que tu aies un problème à la nuque, je veux te détruire, je veux gagner ce match sur le ring. Alors on va avoir plein d'interventions du Judgment Day et c'est comme cela que Finn Balor va revenir dans le match, mais entre temps on a d'énormes prises, hein. Je veux dire Damien Priest qui fait passer Finn Balor à travers la barricade, c'est énorme. Le coup de grâce de Balor sur la table, c'est énorme. Non, franchement c'est un très très bon match. On a l'intervention évidemment des War Raiders pour aider Damien Priest comme on l'avait imaginé en live ce samedi. Et puis Damien Priest va porter son Razor's Edge sur une table, va enchaîner avec son finish sur le ring et remporter le match. Je n'ai pas grand chose à dire de plus sur le match, c'était très bon, un très bon divertissement dans une magnifique ambiance. Je ne pense pas qu'on pouvait demander mieux, je ne pense pas qu'on pouvait rêver mieux pour terminer cette histoire. Alors oui, ça fait une défaite de plus pour Finn Balor, mais honnêtement, on s'en doutait un peu, hein. Damien Priest devait gagner cette histoire et on espère réellement que cette histoire est terminée. Un bilan de ce Raw, et bien de mon côté on sera sur un 9 sur 10. J'ai adoré ce show, on a d'énormes combats. Alors il y a des choses que j'ai moins aimées, hein. Par exemple ce qu'il y a autour de Rhea Ripley avec Nia Jax, j'ai trouvé ça moins bien. C'est la partie du show que je n'ai pas aimé, mais le reste, j'ai adoré. Les débuts de Penta, le main event que je ne pensais pas forcément aimer sur le papier, je l'ai adoré. La finale pour le tournoi intercontinental féminin qui certes pour moi méritait un peu plus de temps, ça restait un très bon match. Non, franchement, c'est un excellent show et on voit clairement que la semaine dernière, c'était un show assez à part avec évidemment du Rock, du Hulk Hogan. Bref, on a essayé de mettre des grosses superstars, du Undertaker pour la première d'Euro sur Netflix et que là, ça ressemble plus à ce qu'on verra chaque semaine avec beaucoup de temps laissé aux catcheurs sur le ring pour avoir d'excellents combats. Je n'ai même pas parlé de la première promo de la soirée avec Punk, McIntyre et Rollins qui a été excellente. Si Raw ressemble à ça chaque semaine, on va se régaler avec encore une fois une qualité de production de très très haut niveau. Comme d'habitude, je vous invite à mettre un maximum de pouces vers le haut, à vous abonner et nous on se retrouve dès demain pour mon récap de NXT. Salut, salut!